j'ai pas changé les titres, mais c'est pas grave. Je vais me rendre compte au moment où je lance l'épisode, tout va bien. Oups, c'est pas grave, ça s'appellera encore The Nice Guys. Ça nous définit très bien. Oui, effectivement. Bon, on est dans l'hebdo de Culture Club Sandwich et on est sur l'épisode 66. Je sais plus non plus, je viens d'avoir un trou. Quelque part là-bas, et c'est un hebdo classique, mais cette fois-ci, je suis accompagné donc de Sophie et d'Élodie. Salut. Hello. Voilà, et donc on va parler de... Si je regarde bien le conducteur, on va parler de livres, de BD, de séries, de films, de séries encore, et du jeu vidéo. Voilà. Donc, et je pense que, Élodie, je vais pouvoir te lancer aussi sur un truc que tu avais commencé à discuter avant l'enregistrement. Je me suis dit, ce serait dommage de ne pas en parler en vrai, avec une petite série Nul. qui dégouline le Trumpisme. Ouais, youpi. Il n'y a pas que Sophie qui aura dit salut ce soir. Hey, Oui, parce que moi, globalement, je ne serais qu'amour. Oh, Oui. c'est beau. Les trucs qui m'emmerdent, j'en parle pas parce que ça m'emmerde. T'as bien raison. Voilà. Oui, mais des fois, il faut laisser sortir, tu vois. Non, faut pas laisser rentrer, c'est surtout ça. Titre aussi. Contre-titre. Chips contre chips. Sur ce, on va lancer le générique. Et pour cet épisode, je suis à nouveau avec la webcam pour ceux qui nous regardent sur Twitch et YouTube. Et n'oubliez pas qu'il y a la version vidéo qui apporte juste nos visages et nos réactions. Donc c'est quand même c'est un petit plus. Voilà, il y a même des gens qui claquent des doigts pendant l'émission, c'est pas mal. Désolée, j'ai mes chats qui se battent. Pardon. Ah ben, il faut les filmer. Baston. Faut filmer les chats qui se battent, ça fait du clic. Voilà, donc ici avec la webcam, parce que les dernières semaines, j'étais dans un débat, réellement. Là, c'est mis au libre. placard. Ah ben, franchement, c'était un gros placard. Autour de moi, il y avait des trucs qui risquaient de se casser la gueule toutes les 5 secondes. Tu aimes vivre dangereusement. Oui, effectivement. Écrasé, on me retrouve mort pendant un épisode, écrasé par un carton de magazine. Ça va être vachement Aussi, ça sympa. fait du clic. Oui. Si je pouvais éviter, par contre, ce serait pas mal. Comment allez-vous ? Ça va. Vu le regard de Sophie, Allez, ne se prononce pas. pas trop. Voilà. Mais comme Oui. C'est... La vie comme les temps sont, les œufs comme les temps sont durs. Ah oui. Effectivement. Et est-ce que la vie mérite de regarder Seal Team, Élodie ? Non, mais personne ne mérite de regarder Seal Team. Alors pourquoi tu le fais ? Parce c'est un truc avec David Boreanaz ? Oui. Ah. Voilà. C'était le titre de l'article. Seal Team avec David Boreanaz. Ah. Enfin. Dites-vous que peut-être j'avais écrit une critique à l'époque, faudrait que je la retrouve, et ça devait être un titre un peu dans le genre. Mais non, il était une fois, en 2017, Seal Team est sorti sur CBS, je crois, à l'époque. C'est ça. Et en fait, pour vous résumer un peu la série, vous allez voir ça très vite, on suit une équipe de Seal qui est... Pas le chanteur. Non, ce qui aurait été mieux finalement. Mais on suit l'équipe d'élite des SEAL Team qui sont envoyés aux quatre coins du monde, mais un peu toujours chez les mêmes, puisque ça reste une série américaine, pour répandre la liberté à travers le monde. C'est un peu ça l'idée. Et autant, les premières saisons, c'était vraiment série de guerre avec des problèmes très bas du front, mais c'était une petite dose de testostérone pas désagréable une fois par semaine. Bon voilà, fallait pas demander beaucoup de choses à part des mecs baraqués à moitié à poil qui courent dans le sable. Et c'est un peu la seule raison pour laquelle je regardais. Maintenant je suis en train d'attaquer
la dernière saison, qui est, je pense, la saison de trop. Alors, il faut savoir que ça fait déjà, alors je sais plus, 2 ou 3 saisons que ça avait été relégué sur Paramount+, quand ça commençait à sentir le roussi. C'est un peu la technique de toutes les chaînes linéaires de, bon, quand ça commence à plus marcher, c'est pas grave, on le met sur le streaming, et puis voilà, ça... Ceux qui regardent encore, ils l'auront là, et puis au moins, ça polluera pas les autres programmes. Et donc, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de cette dernière saison, qui est une saison raccourcie. Et c'est un double épisode. Et là, on sent qu'il y a eu une élection entre-temps. Bon, ça n'a jamais été une série très à gauche, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même une série militaire où, voilà, de toute façon, c'est toujours sur les mêmes comptables. Et puis, voilà, c'est le genre de série post-11 septembre où rien n'a changé depuis, quoi. Et là, en fait, on a changé d'ennemi. Mais le discours est resté un peu le même, mais il est encore plus puant. Puisque ce double épisode, en fait, je ne vais pas vous spoiler la série si vous aviez déjà la drôle d'idée de la commencer, on ne sait jamais. En gros, notre équipe de SEAL est un peu punie. Ils sont mis au placard, eux aussi, mais ils font très peu de travaux chez eux. Et en fait, on les envoie en Suède, je crois, par là, un des pays du Nord. J'ai pas été très attentive devant ces épisodes, je vous cache pas. Mais voilà, on leur dit, bon bah voilà, vous allez être une équipe d'instructeurs pour les forces locales. Et puis bon voilà, échange de bons procédés. Et puis voilà, vous allez vous faire discret, quoi. Parce que depuis vos derniers déboires, ça serait bien que vous vous rangiez un peu, quoi. Et il s'avère que alors qu'il buvait tranquillement un petit café en terrasse, il y a un attentat dans un centre commercial à proximité. Évidemment, ils sont les seuls sur place à pouvoir y faire quelque chose. Et donc, ils commencent à s'occuper des blessés et essayer de rentrer dans le centre commercial. Puisque non seulement il y a eu un attentat à la bombe, mais aussi il y a des gens armés à l'intérieur et ils veulent les arrêter. Sauf que comme ils sont en semi-vacances, on va dire, ils sont cul nus, quoi. Ils n'ont pas d'armes, rien. Donc, gros problème, comment se battre sans AK? Oh là là, comment on va faire? Et bon, bah, c'est pas grave, on va attendre les forces locales. Et en fait, les forces locales, vraiment, on dirait un épisode de Mr Bean. Il y a une petite voiturette qui arrive au bout de 20 minutes, avec 2 mecs, 2 Suédois qui descendent et qui restent là et qui attendent. Déjà, les flics, on les présente bien qui arrivent après les ambulances. Mais bien après, et ils disent « Ah bah non, nous on rentre pas, hein, on n'est pas formés. » Police nationale, nous attendons les secours. C'est ça. Lui, il dit « Moi non, mais normalement, je fais les amendes de stationnement, j'interviens pas, quoi. » Et tout ça pour en finir que David Boreanaz lui dit « Bon, bah de toute façon, votre arme, vous en servez pas. » Il dit « Non, j'ai jamais tiré avec. Bon, bah je vous la prends, puis je vais m'en servir. » Et voilà, les Américains sont fiers d'avoir sauvé tout un pays en 2 épisodes parce que ces cons suédois sont pas foutus de se démerder tout seuls. Voilà, c'est en gros le message qui est devenu SEAL Team au bout de cette saison. Et autant, bon, c'était déjà un petit peu le cas dans les premières saisons, on va pas se mentir, hein, ça n'a jamais été caché, mais c'était moins... En fait, ça restait... dans un cadre où c'est les États-Unis qui servent leurs propres intérêts. Bon, comme Trump, hein, mais voilà, ils sauvaient la veuve et l'orphelin, mais sur des territoires qui étaient déjà occupés par les Américains. Bon, voilà, on a eu la saison sur l'Irak, on a eu la saison sur l'Afghanistan, en gros, c'était un peu ça. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment cette espèce d'impérialisme et de bon, bah en fait, on n'était pas trop invités chez vous, mais on va quand même s'inviter, puis on va vous sauver, même si vous avez rien demandé, parce que vous êtes vraiment des trous du cul à pas savoir vous défendre vous-même. Alors que, je sais pas, ça sortait tellement de nulle part, et c'est tellement avec des gros sabots pleins de merde d'ailleurs. Bien sûr. Et non, c'est vraiment pas bien. Alors pour la science, je vais finir cette saison. Parce que je suis un peu jusqu'au boutiste et que je me dis que je me suis pas tapé 6 saisons pour pas regarder la 7ème. Je veux dire, après tout ce temps perdu, on n'est plus à ça. Jusqu'au boutiste à ce niveau-là, c'est masochiste. Hein. Oui, ça. mais elle oublie de dire un truc, c'est parce qu'il y a un toutou. Oui, il y a un toutou. D'ailleurs, il était pas là au début et c'est cool. En fait, c'est qu'il y a eu un certain turnover aussi dans cette série. Il y a des gens qui meurent, forcément. Et puis, comme il se passe pas non plus énormément de choses, faut quand même ramener des personnages nouveaux.
Et c'est toujours un petit peu la même chose, c'est que en fait comme c'est une équipe de SEAL Team qui est hyper soudée, qui se connaissent depuis très très longtemps, et dès qu'il y a un newbie qui arrive, ah là là, il comprend pas les vannes, et c'est un peu voilà, c'est le bleu, et puis on va un petit peu le bisuter et tout ça. C'est ça toutes les saisons, il y a un nouveau qui arrive, on le bisute, après finalement finalement il est pas si mal, donc on va l'accepter dans l'équipe. Voilà, ça va pas Oui, plus loin. mais Non, alors, on a eu le personnage de Max Thierio qui est mort il y a quelques saisons parce que il partait faire truc fire machin là. Enfin, il faisait le pompier là. Et donc du coup, il avait plus le temps de faire la guerre. Fallait je choisir croyais que tu entre parlais de pompier. Burning Man, j'allais dire, mais c'est pas grave, tu peux. Attention, elle a bien dit, il faisait le pompier et pas il faisait des pompiers. Attention, attention. Ah, Ça, c'est la série de hockey sur HBO, ça. ah oui, voilà. Tu. On ne dit pas de mal. Et Et donc, j'invoque Mathieu. voilà, il y a Je des- n'ai pas dit de mal. Non. Et donc voilà, faut faire venir des gens. Et donc il y a une saison, on a eu un maître chien qui est arrivé avec une chienne qui s'appelle Pepper et qui est le meilleur personnage de la série, et de loin, parce qu'en même temps il n'y a pas de mal. Et voilà, Pepper, elle bouffe le cul des méchants. Et on l'aime beaucoup. Voilà. Donc, Ah, c'est voilà, un gros chien, j'espère. c'est un malinois, évidemment. Et bien entendu, Pepper bouffe le cul des méchants sera le titre de cet épisode, c'est Allez. évident. Eh bien, Bravo. GG à Pepper et pas GG à tout le GG à reste. Parce que c'est vraiment de la grosse chiasse. Et voilà, ne regardez pas SEAL Team. Ou regardez les 2 premières saisons pour regarder des messieurs à poil. On regardait plein d'autres choses, il y a tellement d'autres choses à regarder. C'est vrai. Regardez Scorpion, par exemple. Oh, c'était bien, Scorpion. Bah oui, vous voulez un truc bas du front qui éclate, voilà, regardez Scorpion. Mais c'était rigolo en plus. Ah oui, mais c'est ça, c'était le bas du front bien. Mais- Hein, comme le fait de poursuivre un avion avec une Ferrari pour brancher un câble RJ45 dedans. C'était génial, ce premier épisode. Ça m'était... C'est vrai qu'on se souvient tous de ça. Hein. Sophie, apparemment, ne l'a jamais vu. Si tu veux Ah, voir... le non, Scorpion. C'était pas le truc avec le mec qui se déguisait en clown? Non, Non, ça c'était le clown. Ça s'appelle Clown. C'est une série allemande. C'était bien Mélodie. aussi, mais ça a très mal vieilli, ça par contre. Oui, Mais oui. Scorpion, ça me parle sans me parler. Moi, j'ai lâché à l'époque de Sentinelle, tout ça déjà. Je regardais plus tellement les séries comme ça. Oh non, c'est bien après. Scorpion, ça date de... il y a peut-être 15 ans, grand max. Ah oui, non, je connais pas. Grand max, et encore, même peut-être un peu moins que ça. Non, franchement, c'était cool, Scorpion. Ouais. Regardez C'était- Scorpion, ne regardez pas SEAL Team. Exactement. Par contre, justement, toi, Sophie, du côté de ton récap, Oui, je alors vois qu'il y moi, a deux c'est- choses. Ouais, moi, c'est une petite redite de ce que j'ai dit parce que j'ai fini vendredi E.T. de Rivalry. On a chialé dans les chaumières, passé 2-3 fellations et quelques enculades plus tard. Vraiment, Quand je te disais qu'il y avait des pompiers qui étaient faits, Non, c'était pas un déjà mensonge. Oui, non, c'est que des joueurs de hockey. Et des lances. C'est vrai. Mais c'est des joueurs de hockey à qui on dit OK. Oh là là. Voilà, ça c'est fait. Je m'étais dit que je la sortirais celle-là un de ces jours. Et non, j'ai fini la saison. C'est vraiment, ça reste très sympa. Je trouve que vraiment quand on passe toutes les scènes de sexe qui sont quand même très, 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 très présentes, je trouve que c'est comme j'avais dit la dernière fois, ça représente vraiment le milieu du sport et tout ce qui est lié à l'homophobie, au fait que certains sportifs ne veulent pas sortir du placard ou veulent attendre leur retraite pour faire leur coming out une fois qu'ils seront sûrs que ça n'aura pas d'incidence sur leur carrière. Donc voilà, ça reste très feel good, très mignon. Donc voilà, je reste sur la reco et sur le fait que voilà, il faut regarder E.T. de Rivalry. Euh, Ouais. Et hier, ma fille a choisi le film qu'on irait voir au ciné et on allait voir Jumpers. Donc j'ai vu, Fred, que tu avais déjà fait Oui. une reco, donc j'allais pas faire une redite, mais vraiment, moi, j'en attendais rien. Apolline, elle m'en parlait depuis le mois de décembre parce qu'elle avait fait un concert Disney, donc avec que des musiques Disney, des chanteuses Disney. Il y avait Anaïs Delva, il y avait la chanteuse de Vaiana, enfin voilà, un gros truc Disney, elle avait adoré. Et il y avait eu cette bande-annonce de Jumpers. Et depuis le mois de décembre, Apolline me dit « Maman, je veux trop voir Jumpers ». Et du coup, j'ai mis déjà un mois à comprendre qu'elle parlait de Jumpers. Donc, moi, plus tu me parles d'un truc et plus je vais le boycotter, moi, je vais avoir envie de le voir. Et vraiment, j'avais pas envie d'aller voir Jumpers parce qu'elle m'avait gavé avec ce film. Et en fait, c'est vachement bien. En fait, c'est très très bien. C'est du Pixar après, hein. On rigole, on pleure. Il y a des gens qui meurent, sinon c'est pas drôle. Il y a juste un moment où moi j'ai été terrorisée, mais c'est parce que j'ai la phobie des fonds marins et j'ai la phobie des requins. Donc forcément,
Ouais, mais Mais Daphné. ah, elle m'a fait peur quand même. Elle m'a vraiment fait Ah peur. ouais? Mais j'ai trouvé le passage de la voiture hilarant. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une réussite totale. Le film est vraiment hyper bien. Après, c'est toujours rigolo de voir de la part de Disney une espèce de petite fable un peu écolo quand on sait ce que eux ils font à la planète. Donc voilà, on se dit toujours, tiens, Disney, tu te foutrais pas un peu de notre gueule. Un peu, ouais. Mais je l'ai trouvé, j'ai trouvé, voilà, enfin, c'est comme tous les Pixar en fait, il y a plein de degrés de lecture. Ouais, il y a eu des moments voilà, où j'ai un peu chialé, il y a des moments où on a rigolé tous très fort. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment. Autant Elio, j'avais bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il allait pas jusqu'au bout du truc. Là, pour le coup, Jumpers, ils vont vraiment à fond et c'est vraiment très très rigolo. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller en étant adulte ou enfant, ben allez-y. Nous, on Non, l'a ça vu en marche bien. VF. Et Ouais. franchement, la VF est vraiment pas mal. Je trouve qu'Artus, il se débrouille vachement bien. Ouais. Euh, Parce que, voilà, moi, je suis toujours la première à dire arrêtez de prendre des comédiens qui sortent de nulle part. Prenez des Emmanuel Curtil, des Donald Renew, voilà, des gens dont c'est le métier d'être doubleur. Et je trouve que Artus, il fait vraiment bien, il fait vraiment le job et il est vraiment excellent. Ouais, franchement, Donc voilà. Jumpers, c'est vraiment une belle découverte. Et Mm. puis ouais, c'est à la fois drôle et très intéressant. Oui, 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 et puis ça, Excuse-moi. ça change un petit peu, et puis je trouve qu'il y a il y a des moments qui sont quand même assez effrayants, quoi. Tout le passage avec, Oui. s- quand t'as le visage, voilà, on va dire. Surtout que quand tu restes, il faut rester aussi à la fin du générique, parce qu'il y a un truc aussi extrêmement drôle à la fin du générique avec Oui. ce visage-là. Et vraiment, moi, je sais pas pourquoi, d'habitude, je sors toujours. Et là, j'avais dit à Pauline, tu attends, tu attends. Et vraiment, on a rigolé comme des. Voilà, on a vraiment ricané parce que c'était vraiment très, très drôle. Donc voilà, Jumpers, très bon moment. Vraiment Et on des remercie Pixar comme Tom on aime le bien. petit lézard. Tom le petit lézard, c'est quand même un personnage assez, Mais il est génial. Vraiment, je trouve que assez fun. Ouais. tous les personnages, on s'y Ouais. attache très vite. Et tu Après, avais voilà. remarqué le truc des yeux, la différence des yeux selon que c'est vu par les humains et pas par les humains? Oui, alors au début, je me suis dit, putain, c'est super moche. Et après, j'ai compris, quand on voit les castors, en fait, ça se voit surtout sur les castors, où Ouais. quand nous on les voit et quand eux ils se voient, je veux dire, le maire avec sa petite mèche, mais j'ai failli cracher mon coca, quoi, vraiment. C'était. Il y a plein de trucs comme ça qui sont faits de manière hyper intelligente, hyper, Mm. hyper bien. Et j'ai oublié d'en parler j'ai oublié de le mettre sur notre petit Excel de la soirée, mais je voulais juste faire un petit retour sur les Oscars et dire que c'était cool parce que Timothée Chalamet, il a rien gagné. Et c'est chais dans ta gueule. Voilà. Je suis contente. Ok, Il n'y a pas de pourquoi pas. petite victoire. Et il y a surtout Oui, des grandes défaites. c'est clair. Voilà. Bah ouais, très cool. Moi, ma reco de la semaine, c'est sorti donc le 4 mars dernier, donc il n'y a pas très très longtemps finalement. C'est Chapatanka, le tome 2. Donc c'est une BD, j'avais parlé déjà du premier tome il y a déjà un petit moment maintenant. J'avais même interviewé Jocelyn Joret, donc le dessinateur, il y a aussi un bon moment. Je vais partager la couverture de la BD. Donc c'est le tome 2, c'est chez Flux Glacial avec Beignet au scénario. Et ça parle de quoi? Mais en fait, ça se passe à Chapatanka, qui est donc une petite ville sans histoire, avec la shérif qui s'appelle Maggie. Et il y a aussi Pratt, excuse-moi, et Georges qui sont là pour l'aider. Et cette fois-ci, autant le premier tome, c'était très du côté des films d'horreur, des films d'épouvante, avec des clins d'œil très clairs à Twin Peaks ou à Shining, par exemple. Ici, on est du côté des fantômes. De toute façon, voilà, ici, sur la vidéo, on voit qu'il y a des fantômes sur la couverture. Hein. On a des clins d'œil plus appuyés alors du côté de Ghost avec Patrick Swayze qui est dedans carrément. Par contre, on a aussi d'autres trucs qui sont un peu détournés, comme un jour sans fin, qui est ici, c'est pas le jour de la marmotte, mais c'est le jour du castor.
On a des choses du côté de Retour vers le futur. On a une parodie de Christine qui s'appelle Christiane, qui est aussi une voiture tueuse. Il y a aussi le soldat Ryan qui est parodié avec des fantômes qui ont à chaque fois des... En fait, ils sont là en train d'errer parce qu'ils ont des choses à régler. Tant qu'ils n'ont pas réglé ce qu'ils avaient à régler, ils ne peuvent pas partir. Et tous ces fantômes-là ont été réveillés parce qu'ils ont en fait déplacé le cimetière pour pouvoir construire un casino amérindien. Voilà, pour vous donner un peu l'idée. Et c'est des blagues très zaz, très décalées comme ça, sur des petits jeux de mots, des quiproquos, et puis des clins d'œil au cinéma et à la télé, avec des moments parfois aussi un peu gore, mais c'est souvent très 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 drôle. Ça se lit d'une traite, il y a 56 pages. Mais voilà, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience depuis le premier. Je l'avais découvert totalement par hasard dans une librairie. Je me dis, tiens, j'aime bien le dessin, tiens, j'aime bien les petits gags, clins d'œil, voilà, bon, je vais lire, on verra bien. Je connaissais pas le dessinateur, je connaissais pas non plus le scénariste. Depuis, j'ai lu Kids, avec un Z, dont j'avais parlé aussi de Jocelyn Jaurès, qui est aussi sur du... C'est un peu moins drôle, mais c'est sur des gamins pendant la fin du monde avec des zombies, tout simplement. Mais là, voilà, ça c'est quand ça a été annoncé, quand il a dit que c'était pour mars, moi j'attendais qu'une chose, c'est que, ok, une fois qu'il est sorti, je l'achète. J'ai eu un peu de mal à le trouver en librairie, c'était un peu chiant, bon, j'ai quand même fini par y arriver. Mais voilà, moi c'est mon conseil de la semaine parce que c'est drôle, c'est super bien dessiné, les couleurs elles sont magnifiques. Je sais pas, souvent, je sais pas si vous avez déjà eu ce truc là, mais quand on a une BD, on voit la couverture, on se dit ah c'est super beau, et puis à l'intérieur ça suit pas du tout. Ben là en fait la couverture et l'intérieur pareil, les couleurs elles sont absolument... elles sont vraiment très très belles, les lumières aussi sont très belles, alors qu'en fait derrière c'est juste une usine à blagues. C'est des blagues de quelques pages, c'est pas une page, un gag, mais c'est voilà, en plusieurs petites histoires comme ça, on nous raconte cette invasion de fantômes et comment ils vont pouvoir s'en débarrasser à grand renfort de coups de pelle et autres. Voilà, donc Chapatanka, très très bonne adresse si vous aimez l'humour. J'aime rire. Vous aimez rire, voilà. Et donc c'est à peu près 15-16 €. Et c'est en prépublication aussi dans Fluide Glacial, le magazine. Je pense que j'ai tout dit. De ton côté, toi, Elodie, c'est aussi de la lecture. Un grand écart. Oui, mais ça reste de la lecture. Ça reste de la lecture, mais alors c'est pas du tout la même ambiance. Oui, bah oui. Ah oui, non, là. Puisque aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un roman qui m'a un peu attrapé par le col et qui m'a secoué gentiment, comme une machine à laver en mode intensif. Mais qui m'a dit que quand même j'avais lu quelque chose d'important. Alors le livre s'appelle Arpenter la nuit, c'est écrit par Leila Motley. Et franchement, faut se préparer parce qu'il y a du talent. Il y a du cœur et il y a un sens du réel absolument bluffant. Déjà, petit fun fact, Leila Motley, elle a commencé ce roman à 17 ans. Moi, à 17 ans, voilà, j'étais probablement en train de chercher des excuses pour pas aller en cours de sport. Et elle, pendant ce temps-là, elle posait les bases d'un roman, qu'elle allait devenir un finaliste du Booker Prize. Donc voilà, ça met un peu d'humilité dans le bol du petit déjeuner. Hein. Mais, pour revenir au livre... Arpenter la nuit, c'est un roman qui nous emmène à Auckland, côté East Auckland. Donc pas vraiment les palmiers et le soleil façon brochure touristique. Ici, on suit Chiara, qui a 17 ans, elle aussi, tiens donc, et qui vit avec son frère Marcus dans une sorte de no man's land social. Leur logement menace de leur glisser entre les doigts, puisque les factures s'empilent et il y a assez peu d'espoir à l'horizon. La famille, disons que la présence adulte responsable la plus proche est probablement un panneau municipal. Bref, donc Chiara, elle est seule pour porter absolument toutes les responsabilités. Et ce qui est incroyable, c'est que Motley, elle écrit tout ça avec un mélange de poésie et de brutalité.
C'est à la fois dur dans le propos, mais c'est assez lumineux. Il y a beaucoup d'espoir. On sent la rue, on sent la fatigue, mais on sent aussi l'immense chaleur humaine que Chiara porte en elle, et parfois malgré elle. C'est un personnage qui aurait mille raisons de baisser les bras, mais qui continue à avancer, même quand tout semble perdu. Et puis, arrive ce moment où Chiara va justement arpenter la nuit pour survivre. Je pense que vous voyez ce que ça veut dire sans que je vous fasse un dessin. Mhm. Et évidemment, c'est le début d'une spirale qui va l'entraîner dans une relation extrêmement compliquée et dangereuse avec des policiers corrompus. Oui, voilà, donc c'est la joie et la bonne humeur. En Mais effet. attention, c'est raconté avec beaucoup de finesse. Il n'y a jamais de voyeurisme, il n'y a jamais d'insistance inutile, puisque Leila Motley sait exactement où poser sa caméra et surtout à quel moment la retirer. Ce roman, c'est un peu comme si on ouvrait la porte qu'on préfère ignorer en temps normal, où on entasse toutes les réalités sociales auxquelles on ne veut pas trop penser. Ça parle de pauvreté systémique, de violence institutionnelle, de l'oubli général dans lequel vivent certaines communautés. Mais ce que j'aime énormément dans ce roman, c'est que c'est jamais un roman moral. C'est pas non plus un roman manifeste. On n'est pas dans le discours, on est vraiment dans la représentation de la vie. On nous présente les gestes, on nous présente les corps. On sent la chaleur de la nuit, on sent l'asphalte, l'air lourd, les regards qui jugent. Et à l'opposé, il y a ceux qui comprennent. Il y a les besoins urgents, les petits moments de grâce. C'est un roman qui est très sensoriel, c'est très vibrant et c'est très humain. Et ce qui est bluffant aussi, c'est l'écriture. Parce que, comme je disais, Leila Motley, elle est très jeune, mais elle a déjà une maîtrise incroyable. Certains passages, on dirait vraiment de la prose poétique, mais bon, ça serait une poésie qui aurait mangé du béton armé, mais voilà, il y a des images qui sont très très fortes et qui continuent à courir dans la tête des jours après. Il y a vraiment un équilibre entre parfois des scènes très dures, mais qui restent très dignes. Il y a aussi des moments très doux, mais jamais naïfs. On a toute une ribambelle de personnages complexes, mais même les personnages secondaires, il y a une vraie écriture, une vraie recherche dans leur personnalité et dans leur raison d'exister. Et surtout, il y a un vrai regard d'autrice. C'est pas une copie, c'est pas une imitation. Et on sent qu'elle a vraiment apporté une voix très personnelle, que vraiment elle raconte ce à quoi elle a assisté. Et puis il y a le personnage de Chiara, qui est une héroïne comme on n'en lit pas assez. Elle est à la fois fragile et forte, elle est aussi très paumée, elle est lucide, et elle est extrêmement drôle aussi, alors que franchement, elle aurait toutes les excuses du monde pour pas l'être. Et elle a cette espèce de maturité accidentelle, du genre de celle qu'on ne devrait pas avoir à 17 ans, et ça la rend absolument bouleversante. Donc effectivement, il y a des moments qui sont très durs, et on a besoin un peu de respirer, mais on s'y remet toujours parce que vraiment la plume de Motley nous tient, et en fait elle nous dit vraiment viens, je te montre, c'est dur mais tu peux regarder, et c'est important de regarder. Mais voilà, c'est pas du misérabilisme, c'est un roman sur la survie, sur le courage, sur le lien et surtout sur cette capacité parfois miraculeuse qu'ont certains êtres humains à continuer d'aimer alors que personne ne leur donne de raison de le faire. Et puis, faut dire la vérité, ça se lit tout seul en fait. Même si le sujet est très dense, c'est un roman qui avance et qui vous embarque. Il y a vraiment une musicalité dans le texte. C'est peut-être aussi l'influence d'Auckland, parce que c'est une ville très spoken word. C'est voilà, un peu la ville d'origine du slam. Il y a beaucoup de théâtre où les gens clament de la poésie, tout ça. Il y a vraiment cette culture que Motley, elle vient vraiment d'une tradition littéraire où en fait la voix compte autant que les mots écrits. Donc voilà, je vous le recommande très très fortement. Donc voilà, si vous avez le cœur brisé à la fin de ce roman, je décline toute responsabilité, mais franchement ça vaut vraiment le coup de C'est le lire. facile ça aussi. Donc, Arpenter la nuit, Leila Motley. Oui. Ok, très bien, très bien. Sophie, ça va être moins joyeux la suite, si je me trompe pas. J'ai l'impression d'être toujours la rabat-joie qui arrive Ah pour bah dire là... putain, moi j'ai pas aimé un truc. Ouais. Bah ouais. En même Ouais. temps, tu cherches aussi. Ouais, j'ai cherché, ouais. Moi je suis là Il n'y a pour. pas que moi qui s'inflige des trucs, hein. Non, mais moi j'ai parlé de The Beauty. J'essaye. De toute façon, toi tu étais là déjà, Hello, la dernière fois quand on avait commencé à en discuter avec Florian, j'avais vu qu'un seul épisode, et ce premier épisode m'avait laissé au mieux perplexe et non, au mieux curieuse, on va dire, et au pire perplexe. J'ai fini la série il y a 2 ou 3 jours, et je dois dire que c'est de la grosse merde. Je peux pas décrire ça autrement.
J'essaye vraiment au fil des années de continuer à, à donner sa chance à Ryan Murphy parce que Mais pourquoi faire? parce qu'en fait j'ai toujours en moi ces deux trois premières saisons d'American Horror Story qui restent quand même je trouve des chefs-d'œuvre qui sont vraiment incroyables. Cette version American Crime Story Versace qui reste folle. J'adore la saison 5 aussi, Hotel. Et à côté de ça, je me disais, voilà, tu fais tellement de trucs qu'à un moment, tu vas peut-être réussir à refaire quelque chose de bien. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que Ryan Murphy, il va peut-être réussir à retrouver sa voie malgré qu'il se perde un peu dans tout ce qu'il fait, dans ses love stories, Ouais. dans tous ces machins et tout. Et j'avais envie d'y croire. Mhm. Au casting, il y avait aussi un excellent argument. Il y avait Evan Peters. Moi, tu me mets Evan Peters, j'en prends matin, midi et soir, il n'y a aucun problème, je l'adore. Euh, le problème, c'est qu'Evan Peters, il sait qu'il a du boulot avec Ryan Murphy. Donc en fait, pendant toute la saison, Evan Peters, il n'en a rien à foutre. Il est là, il n'en a rien à foutre. Je crois qu'il y a Rebecca Hall aussi dans les deux, trois premiers épisodes qui en a rien à foutre. En fait, tout le casting est pas bien. Tout le casting est mauvais et surtout la palme de la nulle à chiété de cette série, c'est Ashton Kutcher. Ashton Kutcher est un mauvais acteur, on le sait depuis That 70's Show, il était déjà mauvais dans le rôle de Kelso, mais là, le problème maintenant d'Ashton Kutcher, c'est qu'en plus d'être mauvais, c'est un acteur qui soutient un des frères Masterson qui est en prison pour viol pour une trentaine d'années et qui a fait une lettre publique en disant bah non, c'est mon copain, il est gentil. Donc déjà, ça aide pas à se dire allez Ashton, je te laisse ta chance, je vais quand même essayer de bien t'aimer parce que bah en fait non, t'as encore plus envie de lui foutre des droites. Son personnage est inconséquent. Je veux dire à la base, The Beauty, pour résumer, quand tu regardes le résumé des trucs, ça te dit des top modèles sont tués par un virus ou un machin comme ça, une enquête du FBI va se lancer. C'est pas ça. C'est juste un mec de 60 piges qu'on voit à peu près 10 minutes joué par l'excellentissime Vincent D'Onofrio. Heureusement qu'il est là, parce que les 10 minutes où on le voit, il est excellent, mais en même temps, Vincent D'Onofrio, quoi, il est jamais mauvais, il est toujours bien. Donc voilà, et en fait, il a pas envie de vieillir. Donc avec ses amis milliardaires, ils vont mettre au point un espèce de sérum qui s'appelle The Beauty. Waouh, c'est original. Pour être beau, pour être plus jeune, et en gros, c'est plus ou moins la fontaine de jouvence, quoi. Et ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui va tester qui à un moment donné va prendre The Beauty, va coucher avec des gens et en fait va leur refiler la maladie sous forme de MST. Les gens deviennent très beaux, mais pendant un temps compté avant de finir par mourir de chaud et de littéralement exploser. Voilà, c'est ça l'histoire en fait. Et du coup, Mhm. l'histoire va nulle part. On n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants. On ne sait pas. La série finit sur un cliffhanger en plus, donc on se doute qu'il va y avoir une saison 2. Donc déjà ça fait chier parce qu'on n'a pas envie de se taper une saison 2 de ce bordel. Ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. T'as un épisode qui se passe dans le présent, après tu vas dans le passé, puis après tu vas encore plus dans le passé, puis après tu reviens dans le présent, puis après tu es dans une espèce de futur. Et tes gens, mais s'il te plaît, essaye d'avoir un fil conducteur, essaye de raconter quelque chose. Parce que là en fait, cette saison de The Beauty, c'est juste encore une fois, un mec d'Hollywood qui a des millions et des millions d'euros et qui se dit bah tiens, plutôt que d'aller voir un psy et de lui parler sur son canapé, je vais me faire une psychothérapie à des millions de dollars. Euh, Ryan Murphy dans cette série, il dit clairement j'aime pas les gens gros et les gens moches, ils méritent pas de vivre. J'aime pas les gens beaux et riches parce qu'ils méritent pas de vivre. J'aime pas les gens, en fait. C'est vraiment une. Je pense que c'est la série la plus misanthrope possible que Ryan Murphy ait pu faire. Parce qu'en fait, d'un côté, il dit j'aime pas les gens gros, donc du coup, il faut qu'ils deviennent beaux. Mais du coup, si tu as l'occasion de devenir beau assez facilement, tu vas forcément céder à la facilité. C'est le propre de l'homme. Je veux dire, on va céder à la facilité dès qu'on peut. Si tu peux devenir incroyable. En un claquement de doigts, tu vas le faire. Je veux dire, qui a envie de s'infliger des heures et des heures de sport et voilà et tout. Bref. Donc voilà. Sauf qu'une fois que tu deviens beau, en fait, tu deviens un connard et tu deviens riche. Alors je sais pas pourquoi ça va l'un va avec l'autre, mais selon lui, si t'es beau, t'es riche.
Et puis quand t'es beau, t'es une merde, t'es au-dessus des lois, tu fais ce que tu veux. Puis alors tu te dis, tiens, je vais refiler ma MST à tout le monde. Tu vas ken partout. Tu deviens une espèce de lapin. Et en fait, il n'y a pas de... Il n'y a aucun sens. Je veux dire, il y a à aucun moment, il va essayer d'être sympa avec les personnages. Alors, je suis désolée, je vais spoiler, hein, mais de toute façon, regardez pas cette merde, vous allez me remercier. Vraiment, à la fin de la saison, donc ils vont mettre en vente The Beauty. Donc tu as le personnage d'Ashton Kutcher qui s'appelle Byron Forst, qui du coup veut mettre en vente son machin là. Et donc tu as une espèce de grande pub, tout ça et tout. Et évidemment, ça arrive jusqu'aux lycéens. Parce que qui d'autre que des lycéens peuvent se sentir moins bien dans leur peau? Peut-être des nains borgnes. Et encore. Et vraiment, donc t'as l'histoire, en fait, t'as l'histoire de cet ado qui au passage, t'as l'impression en fait d'être dans une espèce de comédie des années 90-2000 où en fait elle est pas très jolie parce qu'elle a un chignon et elle a des lunettes, donc Oh forcément mon elle est Dieu. moche. C'est Voilà. Ugly Betty en fait. Ouais, non, mais C'est c'est ça. ça. Et en fait, tu vois la meuf, c'est un espèce de mélange. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un mélange de Blake Lively et de Saoirse Ronan. Donc vraiment, elle est mimes comme tout. Elle est jolie comme tout. Enfin, je veux dire, elle est. C'est pas un canon de beauté, mais elle est hyper mimes. Je veux dire, il n'y a rien à dire, quoi. Et vraiment, elle veut elle veut prendre The Beauty pour devenir belle parce elle est invisible, personne ne la voit, blablabla. Bref, t'as 18 ans et t'es un peu mal dans ta peau. Et en vrai, à un moment, soit ça finira par passer, soit t'iras chez le psy. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas. C'est même pas vraiment un problème insurmontable où, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un que je connaissais qui avait vraiment un énorme complexe sur son nez et qui le vivait tellement mal qu'elle a fini par faire de la chirurgie esthétique et qui maintenant est complètement changée. Là, je veux dire, il n'y a rien qui te dit que si elle prend pas The Beauty, à un moment donné, elle va finir par vraiment se dire je vais me suicider parce que personne ne me voit. C'est juste vraiment un espèce de mal-être un peu adolescent. C'est vraiment comme ça que c'est décrit, je trouve. Et cette gamine n'a pas d'argent, donc elle va coucher avec un mec qui a pris The Beauty. Mais évidemment, histoire de dire que le mec qui fait ça bien, il a pris une double dose de The Beauty, donc elle va finir dans un espèce de truc dégueulasse, un peu comme dans le chien dans The Thing, vraiment. Voilà, voilà. Et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment la punition en fait. Tu vois vraiment qu'en fait, Ryan Murphy, c'est là où il voulait aller. Il voulait te dire, si tu veux être beau, mais que tu fais pas ça bien, et en fait, tu vas devenir dégueulasse, tu vas mourir, tu vas être atroce. Et j'ai trouvé que la morale de cette série, déjà, est inexistante, mais surtout, c'est juste, en fait, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Et Ryan Murphy, en fait, je trouve qu'on l'a perdu. Il est devenu... Je sais une pas s'il est espèce de... devenu. Il a toujours été. Le seul truc, c'est Ouais, il avait des garde-fous, dont un ouais. pendant longtemps qui était Brad Falchuk. Et là, il y est pas. Parce que Ah non, les ouais, séries clairement. que tu cites de Ryan Murphy que t'aimes bien, c'est parce que c'est Brad Falchuk qui est derrière. Ryan C'est vrai. Murphy, là-dedans, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup à dire. Il y a une balance. Là, ici, il est en roue libre totale depuis Mm, mm. un peu trop longtemps. Et effectivement, son côté, je n'aime pas les êtres humains. Ça se sentait déjà même depuis Glee. Hein. Faut pas se Alors mentir. moi, Glee, j'ai regardé les 3 premières saisons et ça m'a, j'aime pas. Mais oui, en effet, je veux dire, Ryan Murphy, il a un problème avec les gens. Je veux dire, Ouais. et vraiment, vraiment, le problème là dans cette série, c'est que si au moins il avait un casting qui croyait à ce qu'ils font, mais là, je te dis vraiment, Evan Peters, il en a rien à foutre. Il est vraiment là pour prendre son chèque et merci, bonne journée. Il y a à la rigueur, merde, comment il s'appelle lui encore? Anthony Ramos qui joue l'assassin. Anthony Mhm. Ramos, lui, il joue dans. Alors moi, je l'adore parce qu'il joue dans Hamilton. Il joue le fils d'Hamilton et après, il joue un autre mec au début de la comédie musicale. Et lui, alors pour le coup, lui, il s'est dit honnêtement, les gars, je vais cabotiner comme un enculé. Vous allez voir, ça va être trop bien. Et en effet, tu vois que le mec, il s'est éclaté. Il avait des super fringues. Il avait son petit patch sur l'œil là qui sert à rien que j'ai passé une saison à me demander comment ça tenait cette merde sans mettre de la colle. Enfin, je veux dire, quand on arrive à dire comment ça tient alors qu'ils sont en train de se parler, enfin, voilà, c'est qu'il y a un truc qui va pas trop. Euh, Moi, il y a aussi une chose qui m'a profondément choquée et c'est pour ça aussi que Ryan Murphy, je lui en veux énormément. C'est que, en fait, dans le premier épisode, t'as
un des personnages principaux de la série qui s'appelle Jérémy. Donc Jérémy, c'est un homme noir qui est grand, qui est très gros, qui est obèse, qui n'y arrive pas avec les femmes. Donc du coup, il va sur le dark web pour payer des femmes pour avoir du sexe à tarifé et à distance. Et en fait, il va voir un médecin. Et le médecin va lui dire, bah, en fait, vous n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas les femmes, vous êtes obligé de faire ça, en fait, vous êtes un incel, vraiment. Et puis c'est ce qu'il est, hein. Il insulte les femmes dès qu'il peut pas avoir ce qu'il veut, il déteste toutes les femmes et il trouve que c'est elles qui sont responsables de son physique. Et en fait, s'il y a un personnage qui aurait dû mourir dans la série, c'est lui, c'est un incel. C'est quelqu'un qui hait les femmes parce qu'il ne peut pas les avoir. Et non, au contraire, il va le rendre beau et en fait, il va lui faire avoir une évolution. Euh, qui fait qu'à la fin, presque tu t'attaches à lui, alors que t'as pas envie de t'attacher à un personnage comme ça, parce qu'en fait, non, c'est lui qui aurait dû souffrir, c'est lui qui aurait dû, au contraire, prendre cher, et c'est pas... Il n'y a pas de justice, en fait, il n'y a pas de... En fait, ça ne va nulle part, et quand le dernier épisode s'est terminé, j'ai regardé mon mec et j'ai dit... et parce que ça se termine pas, t'as plein de questions encore qui sont en cours. T'as, alors après, oui, t'as le personnage d'Isabella Rossellini qui va peut-être avoir un truc derrière, on sait pas trop, mais elle aussi, tu sens qu'elle en a rien à foutre. Puis alors, elle, Bichette, son personnage, il est pas aidé. Et, euh, et voilà, et vraiment, à la fin, t'es quand même soulagé parce que les épisodes sont pas très longs. Il y a 11 épisodes qui sont pas très longs, ils vont entre 25 et 45 minutes. Ça passe assez vite, mais il y a vraiment des moments où tu te fais chier, en fait, ça dure 25 minutes, et en fait, tu as eu 25 minutes de rien, où tu t'es dit, putain, est-ce qu'il va se passer un truc? Est-ce que ça va devenir intéressant? Est-ce que on va avancer dans l'histoire? En fait, non, c'est juste des gens qui vont ken, qui vont se refiler la maladie, et merci, bonne journée, au revoir, quoi. Et voilà, et puis tu te retrouves à avoir perdu 11 épisodes de ta vie, alors que tu aurais sûrement pu regarder un truc mieux, quoi. Donc, vraiment... Genre Seal Team. Mais à la limite, par rapport à ce que tu racontes, j'ai plus envie de regarder Seal Team que regarder ça. Hein. Bah, Seal Team, t'as quand même cette saison, quoi. Ouais, Il y ouais. a, il y a à peu près un seul truc qui fait à peu près bien, c'est qu'il y a il y a une femme trans dans la série qui est en pleine transition au moment où on la rencontre, qui du coup a commencé à prendre des hormones donc pour être femme. Et je trouve que la façon dont elle est gérée, c'est vachement bien, parce que justement, ça parle du problème que les personnes trans vont rencontrer quand on les mégenre et ce genre de trucs. Euh, et je trouve que le tout petit passage qu'elle a, c'est une des rares choses qui sont bien faites, et surtout quand elle prend The Beauty, elle est jouée par Lux Pascal, qui est la sœur trans de Pedro Pascal. Donc le fait d'avoir un personnage trans et d'avoir pris une femme trans pour le jouer après, ça c'était cool. Mais c'est 5-10 minutes, peut-être une demi-heure, dans 11 épisodes de merde, et en fait ça excuse pas tout le reste, et Mhm. vraiment le pire, vraiment le gros point noir, c'est vraiment Ashton Kutcher, quoi. Il est en fait, c'est Kelso mais avec de l'argent, quoi. Il est toujours aussi con, il est toujours aussi peu intéressant, il est pas ils sont pas plus développés que ça, en fait. C'est juste un mec riche, un mec blanc riche qui a trop d'argent et qui s'est dit bah tiens, je vais devenir Mais c'est jeune, ça, et c'est le voilà. souci. Hein. Tu l'expliques depuis le début. C'est le souci Mm, quand tu n'aimes pas les gens, que tu n'aimes pas tes personnages, comment tu veux les développer pour les rendre intéressants? C'est impossible. Il n'y a aucun personnage, en fait, on n'a pas d'histoire, aucun personnage. Le seul Mhm. personnage vraiment qui est développé, c'est Jérémy, et pour le coup, c'est pas lui qui méritait le plus. Après, tu sais pas leur histoire, tu sais pas ce qu'il y a. Je veux dire, par exemple, le chef du FBI, alors qu'il y a sa fille qui a la progéria, par exemple, alors ça c'est horrible. Donc pareil, eux, ils vont prendre la beauty, donc a priori, la gamine doit être guérie. Enfin, je crois que oui, qu'on la voit d'ailleurs, qu'elle est guérie et que ça va mieux. Mais c'est pareil, ça va nulle part, parce qu'en fait, t'as des histoires qui sont amenées, mais en fait, à peine abordées, bah, ça s'en va, et du coup, tu sais pas ce que les gens deviennent, t'as à peine eu le temps de te dire, bah tiens, qu'est-ce qu'ils vont manger au petit-déj, qui sont déjà passés à quelqu'un d'autre, et bah du coup, tu t'attaches pas, et en fait, t'attends que ça se termine, quoi. Donc, Mhm. et pourtant, je trouve que la série, la scène de départ avec Bella Hadid, qui pète un boulon, qui agresse tout le monde, qui éclate des gens à coup de tout ce qu'elle a sous la main d'ailleurs, et qui finit par exploser. J'ai trouvé que c'était une super scène de début, ça accroche, tu te dis putain, ça va être bien. Et alors, en effet, il y a quand même quelque chose de bien, je trouve que c'est tout ce qui est les mutations des gens. Alors, t'as l'impression que
quand leurs os ils craquent et qu'ils sont en train de se remodeler, tu vois vraiment, c'est le cirque du soleil, quoi. Hein. Vraiment, c'est des acrobates, tout ça et tout. Puis t'as l'impression que t'as quelqu'un qui est à côté du micro, c'est qui a son pot de petit suce et qu'il appuie dessus pour faire le bruit des os. Donc c'est assez bizarre. Mais je trouve que ça, c'est bien fait. Je trouve que la mutation, tout ce côté un peu cracra, en fait, il y a vraiment un côté sale aussi. Ah, Et je trouve. c'est du body horror, hein, donc Mm. c'est Mais ça, pour le coup, il le réussit. Ça, ouais, ouais. Ça, il le fait bien. Mais si c'en était vraiment tenu à un truc d'horreur, de body horror, je suis sûre qu'il aurait pu tenir, pour le coup, une excellente saison d'American Horror Story. Sauf que là, il a voulu partir dans une espèce d'enquête qu'on comprend pas, en fait. Pourquoi ils ont tué tous les gens de chez Condé Nast? Je suis encore en train de me poser la question. Et vraiment, enfin, voilà, je vais pas aller plus loin parce que après je vais tourner en rond, mais ne regardez pas cette merde. Regardez E.T. de Rivalry, ça sera plus sympa. Ok, Voilà. bah voilà, ça c'est dit. Non, mais vraiment. Ça m'a énervé à la fin, vraiment. Quand ça s'est terminé, j'étais, mais c'est pas vrai, putain, je viens pas de passer 11 épisodes pour ça, quoi. Enfin, on va où? Ben voilà, elle va nous faire de l'attention maintenant à cause de lui. Ils nous ont énervé mamie, quoi, merde. Mais en parlant de... Ouais, j'allais dire parlant de mamie, c'est une bizarre comme transition, mais on va faire avec. Parce qu'on pourrait me railler pour ça, mais voilà, il y a la saison 7 de Virgin River qui est arrivée sur Netflix jeudi dernier. Et donc, je pense que je l'ai déjà assez dit. Et j'adore cette série-là qui est un espèce de truc... ouais, c'est feel good, alors qu'en fait, c'est pas forcément le truc le mieux écrit ni le mieux joué. Mais tout est fait pour que ça marche bien et que comment dire, ça soulage un peu la tension mentale qu'on peut avoir. Et c'est vrai que dès que c'est arrivé, j'ai mis le premier épisode de la saison 7. Donc voilà, pour ceux qui ne suivent pas, on sort d'un mariage avec un papa qui fait une crise cardiaque, avec une personne qui disparaît, avec plein de choses comme ça, enfin des rebondissements. Comme toujours dans Virgin River, globalement tu as 50 rebondissements par épisode, parce que sinon c'est pas suffisant. Et pourtant le tout prend son temps. C'est ça qui est fort, c'est que tu as plein de rebondissements, mais ça prend son temps quand même, et c'est pour ça qu'on aime ça justement. Dès que j'ai mis le premier épisode de cette saison, en fait vraiment j'ai eu un moment de on est bien là on est bien, il y a la montagne, il y a les forêts, il y a les jolis paysages, il y a des gens qui sont au mieux agaçants, mais sinon généralement en fait on les aime bien. Et là, moi, je suis content de voir que ça continue sur Netflix, avec son format de 45 minutes, ça marche très bien. Mais je le garde, voilà, comme je l'ai fait jusque-là, c'est-à-dire 1 à 2 épisodes de temps en temps, et pas le binger, parce que ça se fait pas, ça prend son temps, ça se savoure. Et à côté de ça, dans ma semaine, j'ai lancé donc 2 démos. La première, c'était Barda, donc Barda, avec une espèce de petit oiseau qui en fait a pour mission d'aller répandre les cendres de son grand-père en haut d'une montagne. C'est dessiné à la main, c'est de l'aquarelle, c'est super joli, et en fait le but du jeu c'est quoi? C'est de monter cette montagne là, mais en gérant les emplacements que tu as dans ton sac. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre des objets, mais les objets, il faut qu'ils se mettent correctement les uns les autres, parce qu'il n'y a pas des petites cases où tu les mets, hein. On va essayer de les mettre correctement, faire en sorte que ça se casse pas la gueule, et en même temps, gérer ta faim, et plus tu as faim, plus ton estomac prend de la place par rapport à ton sac. Et donc c'est un jeu un peu de gestion de ton sac, gestion de survie, gestion du camp de base, et tu vas essayer de faire, tu vas essayer d'avancer le plus loin possible. C'est un roguelite. Donc tu vas essayer d'avancer le plus loin possible jusqu'au moment où en fait, non, stop, t'y arrives pas, tu recommences. Et c'est très mignon, c'est très feel good malgré le truc de base. C'est un jeu en accès anticipé, mais il y avait la démo qui est arrivée. Et ce jeu-là, il est tombé sur mon radar parce qu'en fait, juste un jour, je crois, peut-être même le jour même de la sortie en accès anticipé, l'éditeur du jeu a lâché les développeurs. Comme ça, enfin... Ah non. Quelle horreur. On vous édite plus. Donc voilà, toutes les personnes qui ont vu ça et qui aiment le jeu indé ont fait partager la bonne parole. C'est un jeu qui coûte à peu près 8 €.
Donc la démo vous permet de voir si ça peut vous plaire ou pas. C'est tout positif pour ma part. C'est vrai que là je vais essayer de voir pour prendre la version en accès anticipé, mais avec le risque aussi que en fait il y a encore plein de choses qui doivent évoluer et faire un pari sur un jeu qui peut-être ne verra jamais la fin de son développement. Mais juste donc ça c'était arrivé le 9 mars, et juste pour le principe de l'éditeur qui lâche son développeur comme ça sans donner de raison. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu s'il y a eu d'autres rebondissements. Je trouvais ça assez fou et malsain. Et à côté de ça, Ils n'ont pas donné de raison sur pourquoi il est lâché. C'est genre ils ont lâché et c'est tout. je n'ai pas vu par la suite, et puis j'avoue que j'ai eu pas mal de choses, donc j'ai pas essayé de refouiller un peu plus. Mais faudrait que je creuse un peu. Mais c'est vrai que c'est tombé un peu comme ça. Ils ont mis un post sur LinkedIn en disant ben voilà, on s'est fait lâcher par notre éditeur. Ouais, c'est chaud, effectivement, comme tu dis. Et sinon, là par contre, c'est toujours en démo, c'est pas encore sorti, c'est pour le deuxième trimestre. C'est Rune Dice. C'est aussi un roguelite où en fait on incarne soit un petit magicien, soit une espèce de voleur, et en fait on va lancer des dés, pas le cochon, hein, lancer des dés. Je suis en train de me demander si j'allais crier Dédé. Mais... Oui, je m'y attendais aussi. Et en fait, ces dés-là, quand tu les lances un peu façon, on va dire, billard, donc tu as un dé avec le 1, quand tu le lances contre un autre dé qui fait 1, ben en fait, ils se fusionnent, ils deviennent un dé de 2, puis les deux dés de 2 fusionnent, fait un dé de 3, etc. Tu peux... En fait, le but, c'est de faire des réactions en chaîne pour faire en sorte que tu fasses fusionner le plus de dés possible pour pouvoir attaquer les personnages qui t'attaquent. Et ces dés-là vont aussi avoir des pouvoirs un peu transformateurs. Ils vont faire du feu, ils vont faire de la glace, ils vont te redonner de l'énergie. Et en fait, tu as tout un chemin à monter jusqu'au boss final. Et pour arriver là-bas, faut bien jouer son coup, parce que tu pourras arriver face au boss final avec peut-être 5% de vie et plus moyen de pouvoir l'attaquer correctement. Donc on va essayer de choisir les bons chemins, on va essayer de voir si on peut pas gagner des choses chez les marchands. On gagne de l'argent, on peut acheter d'autres dés, aussi des transformateurs qui te permettent de te protéger ou de modifier un peu comment l'ennemi se comporte. Et pour vous dire, ce jeu-là, c'était... j'ai dit sur notre groupe WhatsApp, mais ce jeu-là, c'est de la drogue, parce que la démo, j'ai mis 6 heures dedans déjà. Voilà. J'ai réussi à faire, avec les 2 personnages qui sont disponibles dedans, j'ai réussi à faire des runs complets où je vais battre le boss. Mais voilà, derrière, il y a 6 heures de jeu, et c'était une drogue. Je me suis dit, on va se calmer un peu, on va attendre que le jeu sorte, parce que sinon après je vais te dégoûter avant qu'il sorte, ça serait quand même con. Oh, puis là, t'avais plus le temps de jouer à Ark Rider, donc fallait faire un choix. Et alors le plus drôle là-dedans, c'est que donc j'ai modifié, donc j'ai changé mon PC qui commençait à avoir 10 ans. Donc là, j'ai un PC qui est plus costaud. Le premier truc que je lance, c'est ce jeu-là. C'est tout en pixel art. Ça valait le coup. Et je me suis dit, putain, ça me fait penser aux vidéos qu'on voit, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur les Reels ou sur les Shorts, où t'as une personne qui monte un nouveau PC, et puis après, derrière, il lance Minecraft. Moi, la dernière personne que j'ai vu monter un nouveau PC, c'était Henri Cavill qui montait un PC. Donc je t'avoue que... Ouais. Je ne suis pas Henri Cavill. Remonter, hein. Je suis pas Henri Cavill, je me mets pas en Marcel pour pouvoir monter un PC. Non. Fais pas d'effort non plus. En même temps, je suis tout seul avec mon PC, qu'est-ce que tu veux ? Lui aussi, il était tout seul avec son PC. Oui, mais lui, il a des muscles et il a fait des vidéos. Écoute, qu'est-ce qui te retient, hein, franchement ? C'est vrai que je peux faire des vidéos. Voilà. Si c'est pour me voir en train de râler parce que j'ai oublié de brancher un câble et de dire merde, putain, j'ai recommencé. Moi, c'est toujours la petite loupiote, tu sais, la petite lettre du démarrage. Je crois que je n'ai jamais eu un PC où il était branché. Sérieux ? Je l'oublie à chaque fois. Alors, c'est vrai, bon, pour ceux et celles qui ont déjà fait du montage PC et ceux et celles qui n'en ont jamais fait, il y a, depuis toujours, ils n'ont jamais réussi à trouver vraiment une autre façon de faire mieux. Il y a des petits câbles tout fins qu'il faut mettre sur des petits
pic en métal pour pouvoir te dire ça c'est pour le bouton power, ça c'est pour la LED du disque dur, ça c'est pour les LED du bouton justement comme tu dis, pour l'audio aussi. Et il faut bien les reconnaître et il faut les mettre dans le bon sens. Bon, il y a des améliorations selon les cartes mères. Maintenant, moi, celle que j'avais avant et celle que j'ai eue maintenant, je peux les mettre dans une espèce de petit boîtier. Comme ça, ils restent en place et je peux les mettre dedans. Parce que sinon, ces trucs-là, c'est des tout petits trucs qui partent dans tous les sens. Et dès que t'en bouges un, et l'autre, il sort. Oui, ils tournent. Ouais. Et dès que t'en mets un et l'autre, il sort. C'est une galère. J'ai hurlé quand j'ai fait ça la dernière fois. Parce qu'on se dit, ouais, le plus compliqué dans le montage d'un PC, c'est mettre le processeur. Non, maintenant c'est simple, le processeur. Le processeur, t'as une flèche qui te dit c'est dans ce sens-là, tu le mets, tu le poses, c'est fini. Le ventilo, c'est facile. Ça, c'est la merde. Ça et les câbles. Oui, bon, ça, les câbles, j'ai abandonné. Mon PC a un ventre de femme enceinte. Il est un peu bombé parce que les câbles... T'as forcé la fermeture. Oui. Du coup, il y a le côté de l'alimentation et des disques durs, je l'ouvre jamais pour le dépoussiérer parce que je suis pas sûre de pouvoir le refermer. Après, elle se demandera pourquoi son PC a de la fièvre. Non, ça va. Sur une échelle de 1 au PC de Sarah, on est comment? Parce que celui de Sarah, quand même, on est pas mal. Écoute, moi, j'ai jamais mis mon PC dans mon frigo. Oui, c'est vrai que là, c'est quand même très très loin. Non, le truc qui m'est arrivé, qui est le plus con, hein, c'est que donc pour brancher la carte mère sur l'alimentation, il y a 2 câbles. Il y a un gros câble de à peu près 16 et l'autre un de 6. Et moi je branche tout va bien, machin, etc. Je vois que quand j'allume, je vois la RAM, parce que je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à acheter de la RAM qui fait des lumières. Mais c'était celle qui était la meilleure qualité au meilleur prix à ce moment-là. Bah, c'est très joli après. Hein. Ouais. Mais voilà, bref. Et en fait, je me dis, ok, c'est bon, le courant passe, il n'y a pas de problème, mais rien ne démarre. Pourquoi ? Parce que tout au-dessus, le petit truc de 6, il n'était pas branché. Et pour pouvoir le brancher, il faut faire comment ? Ben, il faut enlever la carte mère du boîtier, parce que sinon, tu n'arrives pas à le mettre. Donc j'ai dû démonter le truc, mettre le machin, puis tout remettre tous mes câbles, et tout a démarré du premier coup. Oh là là. Mais ça, c'est oui, je t'ai vu ton truc qui s'est cassé la gueule. Mais voilà, c'est l'erreur de bleu. Enfin, de bleu, non, même pas. C'est une erreur... Non, c'est qu'on fait une erreur aussi, c'est de partir un petit peu trop confiant en se disant « Non, mais c'est bon, des PC, j'en ai monté. » Et en fait, on lit jamais la notice de la carte mère. Et quand tu regardes la notice de la carte mère, il te dit bien qu'il y a un ordre pour faire les choses. Oui, non, mais c'est vrai. Tu prends de la confiance. Quand on a déjà fait des dizaines, tu prends la confiance, il n'y a aucun problème. Mais, malgré tout, c'est toujours pour les trucs les plus cons. Ah oui, toujours. Toujours. Parce que tu penses toujours aux trucs qui ont l'habitude de foirer, et donc ça, tu le prépares, mais tu penses pas aux petits trucs de merde qui vont te faire perdre 3 heures. Ouais, c'est ça. Là, ça m'a pas fait perdre 3 heures. J'ai mis... ouais, ça va. J'ai mis deux petites heures. Non, ça va. Avec compris démonter, remonter dedans, machin, etc. Tout faire bien correctement. Voilà, et donc, ouais. Et je lance un jeu en pixel art. Mais il est cool, Rune Dice. Hein. Voilà, j'ai rien que de le revoir, j'ai envie de le relancer. Et en plus de ça, il tourne très bien sur le Steam Deck. Donc tu peux le jouer partout. Parfait, la drogue. Et j'ai toujours pas lancé Resident Evil Requiem, qui est installé, que j'ai eu avec ma carte graphique. Ah. Parce que j'ai peur. Non, moi je joue pas à ça, ça fait peur. Parce que j'ai un peu peur. Et donc, Sophie nous entend plus parce qu'en fait, elle a perdu ses écouteurs. On t'entend pas par contre. Non. On l'a perdu. C'est une fin de podcast pour Sophie. C'est une fin. Ah, mais si, on t'entend. On t'entend par contre. Je sais pas où il est. Demande au chat. Ce qui est bien, c'est qu'on t'entend de loin. Putain, mais je sais pas où il est. Il doit pas être très loin parce qu'on t'entend quand même. Ah oui, vas-y, on peut faire chaud-froid. Si on t'entend mieux ou pas. Il y a Cyril qui est en train de me chercher. Tu chauffes. Oh, cette fin d'épisode. On va arrêter là-dessus. Hein. On va faire ça.
Bon, en tout cas, merci à vous deux pour m'avoir accompagné dans cet épisode. Ah, t'as retrouvé 65, je disais 66 tout à l'heure, mais c'est 65. C'était improbable. Ce qui est bien, c'est qu'on t'entendait, donc on savait qu'il était pas très loin. Je savais qu'il était pas très loin, mais en fait, il fait noir, mon écouteur est noir. Bref. Voilà, Sophie. Voilà, donc en tout cas, pour cet épisode, on vous aura donc conseillé Jumpers, Eat It Rivalry, on vous a aussi conseillé Arpenter la nuit, niveau roman, Chapatanka, tome 2, niveau BD, Rundice, Barda et Virgin River saison 7. Par contre, The Beauty et Seal Team, on va dire qu'on va éviter. Hein. Ouais, pas besoin. En tout cas, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une bonne semaine, de bonnes écoutes et de bonnes choses culturelles. Et surtout... Bon Jovi!